La causerie matinale ce matin, nous avons nos invités qui sont déjà sur le plateau. Constant Yawedéou, directeur de Radio Planète, bonjour. Bonjour. Merci Bonjour, d'être avec nous, très heureux. On vous retrouve ce matin avec beaucoup de joie. Merci d'être des nôtres ce matin. Merci, cher confrère. Très bien. Et avec vous, Prudence Akondé, journaliste. Prudence Akondé, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Merci, c'est le plaisir pour moi. Très bien. Nous aurons un troisième qui va nous rejoindre si tout va bien. Vous le savez très bien, nous avons suivi tout à l'heure la question du jour avec cette rubrique Jacqueline Alavo qui demandait à quelques citoyens la deuxième plus grande vallée du monde. Prudence Akondé, vous en avez une idée, vous avez suivi un peu la réaction des uns et des autres? Oui, j'ai été très heureux de constater que les Béninois savent qu'ils possèdent une richesse sur leur territoire national. On ne le dira jamais assez, la vallée de l'Ouémé est une vallée assez riche. C'est vrai que jusque-là, nous n'arrivons pas encore à tirer véritablement profit de cette vallée-là, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est riche. Qu'elle est riche. Constant Yawedéou? Oui, je crois que c'est très important d'aller à ces réalités-là parce que, vous savez, je suis de la vallée parce que la vallée va jusqu'à Agonlin chez moi. Bien Donc sûr. déjà au plan national, on parle de la grande vallée du côté de l'Ouémé, de la petite vallée du côté de Agonlin. Donc nous savons de quoi il s'agit. Et quand vous faites le tour déjà depuis d'Angbo depuis Porto Novo, oui, jusqu'à Agonlin, vous constatez que nous avons de la richesse, mais que nous ignorons. Et il faut aussi remarquer que nous ne sommes pas encore conscients que notre développement est avec nous ici. Et on pense toujours que c'est de l'extérieur, c'est ce que les autres font que nous devons aussi faire. Mais aujourd'hui, nous sommes, au plan africain, nous sommes en tête dans la production du coton. Oui. Mais quand on parle de la deuxième plus grande vallée du monde, et qu'on ne dit pas que nous sommes premiers en agriculture, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est qu'à partir de ce que nous possédons, que la nature nous a donné, notre culture, notre terre, que nous pouvons nous développer au lieu de penser que c'est la technologie des autres que nous allons nous approprier pour les dépasser. Ça va être difficile. Nous ne pouvons qu'appliquer ça, les nouvelles technologies, à nos réalités. Et pour nous développer, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous développer. J'ai donné l'exemple du coton parce qu'il y a un connaisseur du coton qui a pris les rênes et en moins d'un an, nous avons pris la tête. Ça veut dire que nous devons chercher à savoir qu'est-ce que nous avons et qui peut vraiment nous faire élever au lieu de réfléchir autrement. À avoir la plus grande deuxième vallée du monde, je crois, quand vous sortez en temps de pluie aujourd'hui, vous circulez, vous voyez de quoi on parle parce qu'on est en période de pluie. De Porto Novo jusqu'à Agonlin, vous voyez que nous avons de l'eau et nous ne savons vraiment pas ce que nous allons en faire. Mais quand d'autres qui n'en ont pas nous envoient des produits. Des produits vivriers pour survivre, on doit pouvoir se poser des questions parce qu'il faut même faire des cultures à contre-saison. Alors que nous avons de l'eau 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Si vous le permettez, Constant Yawedéou, nous aurons le temps d'en parler ici, de revenir sur ça, ce que l'importance a dit, la richesse dont regorge cette vallée de l'Ouémé. Comme vous l'avez dit, quand on parle de vallée de l'Ouémé, c'est de Dangbo jusqu'à Agonlin en tout cas. C'est de l'espace à revendre. Alors, ce matin, nous allons aborder quelques sujets. D'abord, le premier, le Conseil des ministres d'hier a décidé du recrutement de 500, disons en général 1100 agents pour la police républicaine, 500 donc, le corps militaire, 500, et pour les eaux et forêts, 100 pour étoffer je dirais, le personnel, renforcer la sécurité intérieure.
Je m'en vais juste demander à Prudence Condé, vous avez écouté, vous avez suivi ce message, 1100 recrutements dans ces 3 corps. Qu'est-ce que cela vous dit? Non, 1100 recrutements, ça fait un chiffre intéressant pour permettre à l'armée et aux forces de l'ordre d'avoir du personnel pour s'occuper de la sécurité intérieure et de la surveillance des frontières, comme on le dit. Il faut noter que l'annonce de ce recrutement-là fait suite à la relecture du statut des agents de ces corps-là, parce que nous savons, en juin dernier, l'Assemblée nationale a revu leur statut, a travaillé encore sur ça, parce que il y avait, après le jumelage de la gendarmerie et de la police, il y avait quelques grondements à l'intérieur. Il y a des mécontents de ce jumelage-là. Donc, il fallait, dans un premier temps, régler ce problème, je pense, qui a été le cas. Ensuite, maintenant, permettre aux agents, en fait, permettre un nombre important pour s'occuper de la sécurité. Mais ça ne doit pas s'arrêter là, parce que les hommes, sans les moyens, ça ne peut pas faire la mission. Donc, c'est très bon de recruter un grand nombre de personnel, mais ce sera aussi intéressant de permettre à ces personnes-là d'avoir les moyens eux-mêmes de survivre, d'avoir les moyens de travailler comme cela se doit. Sinon, bon, on va recruter seulement pour accroître les problèmes dans le corps. Oui. Par rapport à ça, le gouvernement, dans son communiqué, a opté pour la formation de ces agents dans ces 3 corps et la préparation de leur paquetage. C'est-à-dire que tout est programmé constant. Tout est fait à dessein. Oui, tout est fait à dessein. Et il faut dire que le recrutement au niveau de nos forces de l'ordre est une nécessité. Et on ne peut que saluer, parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Oui. Parce que le problème que moi je voulais surtout poser, c'est par rapport au nombre et à la répartition. D'abord, avant d'aller sur la question, qui est que la nécessité est toujours là. Et 500 au niveau de l'armée, 500 au niveau de la police républicaine, oui. Police républicaine, pour ne pas dire, si on regarde dans le miroir, police nationale et gendarmerie. Vous voyez, donc avant on recrutait pour la gendarmerie, on recrutait pour la police, mais maintenant on les a mis ensemble, on leur a donné même nombre que l'armée. L'armée, oui. Oui, et avec tout le développement des routes qui s'opèrent aujourd'hui, nous constatons que la police en a vraiment besoin. Je ne suis pas l'avocat défenseur de la police nationale, mais j'aurais préféré que la police gagne un peu plus que l'armée, parce qu'aujourd'hui, on sent que la police a vraiment du pain sur la planche. C'est tel que je le disais, les voies qui sont en train d'être goudronnées, d'être pavées partout dans les 77 communes. Donc on a besoin vraiment, avec ces ouvertures, on a vraiment besoin de quadrillage. On a vraiment besoin de quadrillage. Et comme on n'accepte pas très souvent les militaires dans les milieux urbains, comme ça, sans qu'il y ait de crise passagère, on aurait pensé, à mon avis, recruter un peu plus de policiers. Mais tel que je l'ai dit, c'est déjà un début, donc c'est peut-être un plaidoyer pour qu'on revoie un peu le chiffre de la police. Mais déjà, c'est très bien que le gouvernement ait pensé quand même au recrutement, parce que de façon traditionnelle, chaque année, il y a des départs à la retraite. Je m'en vais vous poser cette question-là aussi. Est-ce que c'est pas parce que le personnel est vieillissant ou
faut un grand nombre de départs absolument, à la absolument. retraite. Il y a forcément des départs à la retraite. Les 500 que nous recrutons cette année iront à la retraite ensemble un jour. Probablement. Oui. Ensemble. Peut-être les problèmes d'âge qui feront qu'il y aura 1 an ou 2 ans et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'il y a un grand nombre qui part à la retraite cette année. Bon, comme d'autres sont partis l'année dernière avec les restructurations qu'il y a eu au niveau de la police nationale. Voyez un peu comment, je prends juste un exemple, comment Calavi est en train de se développer. Mais Calavi avait qu'un seul commissariat. Mais aujourd'hui, on est obligé de mettre des commissariats dans tous les arrondissements. Et même dans les arrondissements, on est obligé de faire des postes avancés, forcément. Ouais, Godomé seul, aujourd'hui, peut consommer tout l'effectif de la police nationale qu'il y a sur toute l'étendue de Calavi, avec la poussée démographique. Mais il faut voir aussi avec les ouvertures telles que je suis en train de dire, quand les voies Ouedo et autres seront achevées, vous allez voir comment les populations vont envahir ces zones-là. Et plus ça s'urbanise, plus les malfrats reculent, vont dans les coins reculés, et le travail devient plus difficile pour la police. Et c'est pour ça que je suis heureux que les dispositions pratiques soient prises en même temps, la formation surtout, la formation et l'équipement. Et pour ne pas continuer à plaider, il faut aussi d'autres équipements un peu plus adaptés aujourd'hui, compte tenu de l'espace. Nous allons revenir sur l'équipement de ces forces de sécurité. Prudence Sarkondé, et donc il y a un problème d'insécurité qui se pose, c'est-à-dire assez de policiers pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, la sécurité urbaine. Oui, bon, on a l'habitude de dire que c'est la peur du gendarme qui est le début de la sagesse. Vous savez, nous n'avons pas assez d'effectifs dans notre armée et à la fois dans la police, en fait, dans l'ancienne police et gendarmerie. Il n'y avait pas assez d'effectifs. Je ne sais pas, j'ai essayé de voir quelques statistiques, mais je ne sais pas si tout le personnel compris, on aura 20 000 pour 12 millions d'habitants. C'est très peu. En fait, on ne peut pas blâmer le gouvernement pour avoir décidé ce recrutement-là. On ne peut que l'encourager. En fait, pas le féliciter parce que c'est son rôle, mais c'est un fait que nous sommes en sous-effectif dans la police, c'est un fait que nous sommes en sous-effectif dans l'armée et qu'il faut y aller en fonction de nos moyens de façon méthodique et graduelle. Absolument. Donc, le fait que le gouvernement ait décidé de recruter 1100, comme le disait M. Yaoudou tout à l'heure, c'est en fonction aussi de ces personnes-là qui ont été recrutées, qui ont fait leur chemin, qui sont en train d'aller à la retraite. Mais il ne faut pas que recruter pour le nombre qui part à la retraite, parce qu'entre-temps, il y a la poussée démographique. Donc, il faut recruter beaucoup plus que le nombre qui part à la retraite, non seulement pour couvrir les postes qui sont laissés vacants, en fait, l'effectif qui se rétrécit, mais pour couvrir aussi les zones, les nouvelles villes qui sont en train d'être créées, les nouvelles villes qui sont en pleine urbanisation, pour que la sécurité demeure. Depuis que le gouvernement actuel est là, nous avons noté quand même une certaine baisse de l'insécurité telle que, bon, cela se passait, on avait tout le temps des braquages, chaque semaine il y en avait, peut-être chaque mois il y en avait. Ça a baissé, ça veut dire qu'un travail se fait dans les coulisses, et maintenant il faut certainement, en regardant dans l'avenir, le gouvernement est en train de voir, bon, si nous ne faisons pas le recrutement maintenant pour les mettre en formation, nous n'aurons pas assez d'effectifs pour couvrir les besoins que nous sommes en train de voir, peut-être d'ici 2 ans, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oui, ça. voilà. Abdelkader Achirou, journaliste à Isaïe TV, nous a rejoint sur ce plateau. Abdelkader, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour aux co-débatteurs et bonjour
Très bien. Nous sommes donc en train de parler de cette décision prise par le Conseil des ministres hier, le recrutement de 1100 agents pour les 3 corps, la police républicaine, le corps, l'armée et les eaux et forêts. Abdelkader. Oui, tout à fait. Hier, à l'issue du Conseil des ministres, nous avons appris, comme tout Béninois, que le gouvernement béninois a décidé de recruter 500 soldats, 500 agents au profit de la police républicaine et 100 gardes forestiers pour le compte des eaux, forêts et chasses du Bénin. Tout de suite, quand on apprend le nombre que ça fait, 1100 jeunes, avec le nombre de jeunes au chômage, on est un peu sceptique et dubitatif. On se pose la question de savoir est-ce que c'est pour résorber la question du chômage ou peut-être c'est pour régler les questions un peu techniques et stratégiques au niveau de l'armée. Maintenant, nous ne pouvons pas beaucoup plus spéculer autour puisque nous n'avons pas les statistiques de ceux qui doivent aller à la retraite, nous n'avons pas les statistiques au niveau des réaménagements qui ont été effectués au sein de l'armée. Et vous savez que il y aura des gens qui iront à la retraite. Il y a eu quand même une avalanche de réformes qui ont été opérées pour permettre un peu, je dirais, au personnel de l'armée de pouvoir avoir un moral beaucoup plus bien, beaucoup plus agréable pour être beaucoup plus amène de subvenir quand même à la mission, de remplir la plénitude de la mission qui leur a été confiée. Et donc vous avez vu qu'il y a eu la création de certains grades, par exemple comme le grade de colonel-major et caporal-major et bien d'autres, où par le passé on avait vu qu'une personne, parce que peut-être il n'est pas proche du pouvoir en place, il peut faire colonel, il peut porter colonel peut-être pendant 10 ans. Il reste colonel jusqu'à sa retraite, même s'il a les capacités, même s'il a les compétences, on ne le fait pas général. Et donc on a essayé de voir un peu avec la création de certains grades intermédiaires pour leur permettre un peu de souffler. Et donc vous savez qu'en dehors de cela également, il y a les départs à la retraite comme je disais tantôt. Donc ça peut être aussi la question de cette décision du gouvernement. Mais il y a une chose qu'il faut quand même faire observer beaucoup plus à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, c'est que il s'agit ici de l'armée, il s'agit ici de la police républicaine. Et nous avons appris par le passé qu'il y a eu des militaires qui sont partisans d'actes de braquage, d'actes de vandalisme et autres choses qui sont totalement, qui jettent beaucoup plus de l'opprobre sur l'image de l'institution, que ce soit de l'armée et de la police républicaine. Nous avons appris par le passé que qu'il y a des policiers parfois qui sont complices de certains braqueurs. Et donc, par rapport à cela, ce recrutement ne doit pas se faire comme un recrutement à la fonction publique où on veut prendre tout cul d'âme. Parce que vous voyez, lorsque vous devenez agent des forces de défense et de sécurité et que vous avez une arme à feu, alors l'arme à feu, vous vous promenez avec l'arme à feu. Et c'est quand l'acte est posé qu'on vient vous demander des comptes. Et donc pour pallier à cela également, on ne peut pas faire un recrutement dans l'armée comme si c'était un recrutement dans la fonction publique, on dit bon 10 000 tout de suite, non. Je crois qu'il faut le faire progressivement, le temps de pouvoir mieux se consacrer, inviter les encadreurs à mieux se consacrer sur ceux qui vont venir, à mieux détecter ceux qui ont le bon profil, ceux qui n'ont pas le bon profil, quitte à ce que séparer le bon gars du livret. Je crois que c'est beaucoup plus, selon moi, dans cette démarche que ceux de l'armée sont en train de fonctionner, parce qu'il faut noter que là-bas, tout se fait avec tact et précaution, là-bas, tout se fait avec méthode, beaucoup plus. Et donc, on ne peut pas prendre moi, par exemple, pour dire, bon, tu deviens militaire, est-ce que j'ai les aptitudes pour, en dehors des aptitudes physiques, sportives et autres, il y a aussi également certaines aptitudes qui sont propres quand même à chaque spécificité. Vous avez vu, on a parlé de militaire, on a parlé de policier et on a parlé de garde forestier. Je suis sûr que celui qui est pour la police républicaine, on ne va pas le garder en principe pour l'armée. Celui qui est pour l'armée ne doit pas être garde forestier. Donc, et même dans l'armée encore, il y a encore d'autres spécificités. Il y a également la création d'un nouveau corps. Donc je crois que tout cela également concourt quand même, pour moi, c'est une suite logique des réformes qui ont été opérées pour que cela soit réaménagé et pour qu'il n'y ait pas de frustration. Déjà que les frustrations sont déjà dissipées avec la création de certains grades. Très bien. Cette ouverture de Abdelkader Achirou m'amène à vous demander, Constant Yaoudéou, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre l'accent sur la qualité de ces éléments qu'on recrute, de ces élèves policiers, en tout cas tous ceux qui vont rentrer dans ces corps, parce que là, il y a une question de moralité qui s'impose, la qualité de l'homme qui doit assurer la sécurité de la population. Absolument. Oui. Absolument. C'est à une époque donnée que tout déscolarisé pouvait se retrouver dans l'armée, dans la police. Je crois que depuis un certain temps, ça a commencé par changer parce que, tel qu'il a dit, c'est un corps. Et c'est une profession. Et toute profession a vocation, a une vocation. Quand vous n'êtes pas prédestiné pour... Vous-même, vous souffrez au cours de votre carrière, vous souffrez parce que c'est pas adapté à vous. Vous voyez, et c'est pour ça que même déjà dans leur formation, la psychologie prend une grande place. Une grande place, mais c'est déjà
au recrutement qu'il faut mettre vraiment la pression, il faut mettre du sérieux. C'est-à-dire tamiser. Il faut vraiment tamiser pour que ces agents aussi soient fiers d'appartenir à leur corps. C'est ça d'abord le problème, c'est une vocation. Vous voyez même, on sent même qu'il y en a qui font des ailes à des moments donnés, on sent qu'ils se disent c'est ça qu'il me faut, je suis dans mon plat, et ils tentent même d'aller un peu au-delà de ce qu'on leur demande. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Quand ce n'est pas ça, l'encadrement va toujours souffrir. Et déjà que le gouvernement a mis les moyens qu'il faut sur la formation, je crois qu'il faut que ce soit déjà en amont, que ce soit bien tamisé. Et là, les formateurs vont moins souffrir et on aura beaucoup plus de résultats parce que aujourd'hui, il faut se dire, la compétition n'est plus nationale, la compétition est sous-régionale, la compétition internationale. On doit pouvoir sortir aussi d'ici, aller ailleurs. On a toujours été fiers d'apprendre que des militaires béninois, même à la retraite, sont sollicités au niveau de l'Occident pour leurs compétences. Mais pourquoi pas dans la nouvelle génération? Il faut vraiment que nous soyons au pas parce que comme dans tout corps aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies qui interviennent. Donc, quand vous n'êtes vraiment pas apte et adapté à suivre le rythme, nous aurons une armée ou une police à la traîne. Ça fera vraiment pas avancer les choses. Très bien. Stratégiquement, oui, Prudence Sakondé, 500 agents de police, la police républicaine, 500 dans l'armée et 100 au niveau des eaux et forêts, c'est quand même stratégique pour la suite des événements. Oui, bon, et c'est stratégique et comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi en fonction des réalités qui ont cours dans ces corps-là qu'on définit ces chiffres-là. Je suis sûr que ça ne se définit pas en fait sur un coup de tête. C'est en fonction des besoins et en fonction des statistiques prospectives qu'on finit par dire pour le moment, compte tenu aussi des moyens, parce que recruter, former, mettre en service, ça demande quand même des moyens, compte tenu des moyens, de l'évolution des moyens aussi, qu'on définit ces chiffres-là. Mais à mon avis, nous, dans notre armée actuellement, et dans notre police républicaine, nous avons depuis un moment, à mon avis, de moins en moins de la vocation. Au départ, oui, il y en avait, mais de moins en moins parce que le chômage aidant, les jeunes, quand on lance un concours, qu'ils soient, en fait, que cela soit de leur ambition, de leur vocation ou pas, ils se disent, bon, pour moi, c'est une opportunité d'avoir du travail, donc je m'y lance. C'est bizarre, mais ce matin, en venant, j'ai eu l'impression, je ne sais pas si elle est fausse, mais j'ai eu l'impression qu'il y a déjà plus de coureurs ce matin que d'habitude. Parce qu'on a entendu parler du recrutement. Mais ça, c'est un fait de toutes les fois où on lance le recrutement de la police, on lance un recrutement de l'armée, il y a beaucoup qui commencent par courir pour se préparer. Dans tous les sens ou bien... Non, pas dans tous les sens, mais bon, en fait, ils font du sport pour se préparer aux différentes épreuves sportives. Et ce qu'on va peut-être demander, c'est aussi à ces jeunes-là et qui n'ont pas nécessairement pour vocation de travailler dans l'armée, mais qui, pour des besoins existentiels, veulent travailler quand même pour subvenir à leurs besoins, et qu'une fois intégrés, une fois admis ou admissibles, qu'ils se donnent la tâche de se laisser former. Parce que s'ils ne se laissent pas former, les formateurs auront beau travailler, ça ne pourra pas porter le fruit qu'il faut pour la sécurité. Vous savez, la formation, on va pas la déposer dans leur tête, on va pas la déposer dans leur corps. C'est vrai qu'elle est très rude, la formation dans l'armée ou dans la police, elle est très rude,
Mais il n'en demeure pas moins que si quelqu'un ne veut pas changer, bon, il va peut-être faire des changements de façade comme on en a constaté par moment, il y aura des gens qui vont s'associer encore aux braqueurs et qui vont s'associer aux malfaiteurs pour encore nuire aux populations, pour nuire à la sécurité intérieure. Donc, il faut travailler. Il faut que ces jeunes-là travaillent sur eux-mêmes. Il faut que les formateurs redoublent encore d'ardeur pour pouvoir détecter ces personnes-là et, s'il le faut, les extirper, leur permettre de retrouver leur vocation. Le gouvernement Abdelkader avait annoncé en début d'année la construction de 44 commissariats de police sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, c'est déjà là la preuve, puisque aujourd'hui, 44 commissariats qui seront construits, il faut du personnel. Et aujourd'hui, on annonce le recrutement. Je crois que ça doit être la deuxième vague du recrutement qui est annoncée. Oui, deuxième vague de recrutement. Je vais poursuivre dans la lancée analytique de mon prédécesseur pour dire que, vous savez, la plupart des jeunes aujourd'hui, lorsqu'ils entrent dans l'armée, c'est avec d'autres objectifs. Alors que dans l'armée, dans la police ou dans les eaux et forêts chasse ou encore même si on doit parler de la douane, même si c'est un corps paramilitaire, on y rentre pour servir la patrie et non pour avoir pour boussole morale l'argent, pour avoir pour boussole morale s'enrichir. Parce que dès que les objectifs sont biaisé, vous voyez tout de suite que l'agent qui est mis sur le carrefour pour veiller à la sécurité commence par voir quelle est la voiture la plus belle qui va demander à contrôler peut-être les pièces pour qu'il puisse soutirer certains fonds. Lorsque le militaire envoie en mission de maintien de l'ordre et qu'il y va dans le souci de pouvoir trouver autre personne, dans le souci non pas dans l'honorabilité de l'armée du pays, non pas dans l'honorabilité et l'intégrité du pays, mais à des intérêts personnels, tout de suite c'est biaisé. Vous allez voir que dans certaines grandes nations que nous citons parfois pour exemple, pour certaines missions, ils vous disent on vous envoie 10 agents, on vous envoie 20 agents. Et vous voyez, dans ce même cadre, d'autres envoient 200, 300, mais ces 20-là peuvent faire la tâche de 300, parce qu'ils sont bien formés, et la formation, on a beaucoup investi sur eux. Parce que n'oubliez pas une chose, la formation de nos militaires également, ça nécessite beaucoup de moyens. C'est vrai. Il faut les recruter. Même si le gouvernement dit 2000, 3000, nous on sera d'accord, on va applaudir. Mais ce que ça va, l'impact que cela aura sur les caisses de l'État, nous n'avons pas idée. Vous savez, un jour, au cours d'un débat, on avait à interroger, et c'est vrai que les gens n'ont pas voulu qu'on en parle, pour qu'on puisse chercher à savoir combien nous vaut, par exemple, en général. Quand on a vu par le passé qu'ils ont été promus beaucoup plus sans quand même de retenue. C'est pour vous dire en quelque sorte que lorsque on fait rentrer dans l'armée 500 soldats, il y en auront qui seront des officiers et qui iront se faire former. Et ils se font pas former au Togo, ni au Nigeria. Ils vont dans l'Hexagone pour se faire former. Et parfois, ils passent 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'autres même font jusqu'à 5 ans là-bas. Et c'est aux frais de l'État. Donc, je crois que l'essentiel, c'est qu'on ait un nombre peut-être restreint, mais d'agents de qualité. Je tiens beaucoup plus sur ça, de qualité. Qu'on n'ait plus des agents qui soient là dans une posture d'escroc. Qu'on n'ait plus des agents qui soient là dans la dynamique de vouloir un temps soit peu, au lieu d'aider les populations, les torpiller, qu'on n'ait plus des agents qui soient dans une démarche non pas d'assurer véritablement la sécurité des gens, mais qui parfois, même quand ils voient un malfrat, pensent beaucoup plus à la sécurité, ne veulent pas interpeller ce malfrat-là, parce que cela également dénote aussi de la bonne, ça dénote également de la bonne formation, de ces agents-là, qu'on ait des gens en qui on inculque davantage le patriotisme. Parce que lorsque vous êtes policier, par exemple, sur un carrefour, et que la pauvre dame à qui on a piqué sa moto dit olé, 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 vous êtes armé, vous êtes à 2 là, et que le braqueur qui passe, ils sont à 2, et que vous êtes en train de dire, nous, il faut qu'on appelle le renfort d'abord, comme si le voleur va attendre le renfort. Je crois que c'est des situations auxquelles on doit s'atteler à résoudre pour que déjà les agents, quand ils sont en patrouille à 2, qu'ils soient en mesure de commencer à riposter, et que dans les commissariats, qu'il y a beaucoup plus d'agents prêts à aller immédiatement sur le terrain. Je crois que c'est véritablement important. Nous n'allons pas rester sur ce plateau ici pour faire des fleurs aux uns aux autres et occulter les réels problèmes qui minent nos populations. Parce que une chose est bonne, comme l'a évoqué mon prédécesseur tout à l'heure, il faut les recruter. On a vu, ils commencent par courir, ils veulent être aptes. Il y a la moralité, le doyen l'a évoqué tout à l'heure. Mais en dehors de cela, une fois qu'ils vont porter cette tenue-là, il faut qu'ils aient en tête qu'ils portent la tenue-là parce qu'ils veulent servir la population, qu'ils portent en tête que tout ce qui se passe dans leur environnement et autres, ça les intéresse, ça les interpelle, ça les
préoccupe et remonter les informations. Je crois que quand on va davantage être beaucoup plus dans cette synergie d'action, je crois qu'on va encore réduire davantage le taux de criminalité. Autrefois, et on l'a évoqué tout à l'heure sur ce plateau ici, je l'ai entendu au cours des échanges, où les malfrats n'avaient pas de pudeur, n'avaient pas de retenue à ouvrir le feu sur les agents de sécurité. Et on voyait à quel point des malfrats défiaient nos agents de sécurité. Mais aujourd'hui, je suis heureux. Pas plus tard, hier, il y en a eu 4 qui ont été abattus derrière le centre d'amitié général Mathieu Kérékou. Donc, je suis heureux qu'aujourd'hui, quand un agent un malfrat ouvre le feu contre le policier n'a pas besoin d'attendre que le militaire vienne d'abord, avant qu'il y ait une bonne riposte à la taille de ce que le malfrat fait. Même si le malfrat est un ancien militaire formé, parce qu'il faut également que l'armée, également au niveau de ce recrutement, fasse attention. Nous allons... Parce que, j'en finirai, il y en a qui vont parfois à ce recrutement pour se faire former, pour avoir une bonne formation, et après, ils sont déserteurs. Après, on n'apprend plus, que tel agent est recherché. Après, c'est au cours d'un braquage qu'on les retrouve. Je crois qu'il faut que des enquêtes de moralité, comme l'a évoqué le doyen, soient bien menées. Monsieur Constant Yaoudou a certainement réagi par rapport à... Oui, c'est pour dire que nous faisons aujourd'hui beaucoup de recrutement. Le président actuel, avec son gouvernement, est en train de changer la mentalité du fonctionnariat. Mais au niveau de l'armée, de la police, on ne peut pas jouer à ce jeu de contractuel. Il faut vraiment que ceux-là à qui on apprend les détails du plan de sécurité de la nation soient gardés vraiment pour que on n'ait pas davantage de malfrats, parce qu'on est en train de parler d'une bonne formation. Si on doit bien les former et les laisser, ils seront face, une fois dehors, à ceux à qui ils étaient supérieurs au cours de la formation. Là, c'est le patron contre l'apprenti. Ça va donner quoi? Donc, je crois que le recrutement dont nous parlons est un recrutement permanent et doit être mieux encadré, et les engagements doivent être assez rigoureux au départ pour qu'ils sachent que on entre, mais on ne sort pas n'importe comment. Même les agents de police de l'armée à la retraite doivent avoir autre comportement que le fonctionnaire de bureau qui est allé à la retraite. Parce que si on prenait aujourd'hui, tel qu'on l'avait dit tout à l'heure, tous ceux qui ont été à la retraite et qui sont encore vivants et qui ont encore une certaine forme, on les prend aujourd'hui pour former une armée, ça ne va pas être facile. Parce que eux, c'est parce que pendant 30 ans, ils connaissent tout. Mais les autres qui sont là n'ont pas encore fait 30 ans, donc ils ne connaissent pas autant qu'eux. Bon, donc même en dehors, on doit pouvoir avoir besoin d'eux. Il n'y aura pas que les généraux qui vont rester permanents. Il faut forcément que tout agent qui ait étudié les stratégies de sécurité de la nation soit géré autrement même après la retraite. On doit pouvoir même avoir besoin de... on peut même les exploiter, à soutenir les forces de sécurité comme nos chefs d'arrondissement le font, mais avec des civils qui n'ont aucune notion. On peut toutefois interpeller ces anciens à la retraite, pour qu'ils les aident à encadrer ces jeunes qui vont faire de façon un peu plus informelle la sécurité pour aider. Parce que tel qu'on est en train de dire, la patrouille, oui, mais combien pour faire la patrouille? On a parlé de 400 et de 500. 500 avec 44 commissariats créés, ça fait 10 par commissariat. Et sans compter les agents des agents de bureau qui sont aussi des policiers, des militaires. Vous voyez, donc l'administration, merci. Donc c'est pour ça que je suis en train de parler du nombre, pas ceux qui sont allés à la retraite, ceux qui doivent aller dans l'administration, ceux qui vont sur le terrain, leur nombre. Vous voyez un peu, déjà on constate que ça a reculé. Vraiment cette affaire d'insécurité, parce que quand vous circulez sur les routes, même la nuit et tout ça, vous êtes en sécurité. J'étais en panne un jour à 2h et quelques. Bon, je me suis retrouvé à 2h et quelques, parce que un peu avant, mais ce sont ces policiers qui m'ont aidé à sortir de la forêt.
jusqu'à quelque part où je pouvais être en sécurité, et ils ont continué parce qu'ils ne m'ont pas laissé. Ils sont vraiment, c'est salutaire. Très bien. Mais il faut vraiment penser à leur formation et l'équipement. L'équipement surtout, c'est ce que je voulais dire. Si au moins les anciens départements, les 6 départements qu'on avait, on pouvait doter un département d'hélicoptères, tout au moins hélicoptère, un seul hélicoptère par département, pour que les réactions soient promptes, parce qu'on dit les malfrats ont frappé à tel endroit. Mais c'est avec les motos que 2 vont se mettre pour aller pour circuler dans les circulation. Les pick-up qui ne peut pas aller partout. Bah oui, pour que les pick-up ont des limites. La circulation est dense, mais même à l'intérieur, les voies ne sont pas praticables. Donc avec moto pour faire des sentiers et tout ça, mais avec un hélicoptère et avec la surveillance qu'il faut, un minimum, c'est hélicoptère aujourd'hui. Vous voyez, donc notre police a combien d'hélicoptères? Notre armée a combien d'hélicoptères, par exemple, pour les pompes de réaction? Je pense aussi que pour des réactions promptes, il nous faut mettre à contribution la technologie. Dans d'autres pays, nous le savons, il y a des vidéosurveillances, les gens utilisent des drones. GPS. Les drones que les malfrats peuvent abattre très rapidement. Tout dépend de la protection que vous offrez à ces appareils-là. Vous savez, en fait, on ne peut pas continuer par faire dans l'ancien système où quand le malfrat il agit ici, il commence par circuler, on court derrière lui. Non, si on continue de faire ça au 21e siècle, en 2020, là, ça, en fait, on n'avance pas. Il nous faut mettre aussi la technologie à contribution. Je voudrais aussi dire que c'est vrai, nous avons un problème de moyens. Mais comme le dit le doyen, il nous faut trouver les processus, il nous faut trouver les mécanismes pour pouvoir exploiter les compétences des agents qui vont à la retraite. Vous trouvez un monsieur qui est à la cinquantaine, jeune, il n'a en fait très en forme, mais il est déjà à la retraite, il a fini, il est déjà à la retraite. Parce qu'il a commencé tôt. Parce qu'il a commencé tôt. Mais celui-là, il a encore la possibilité d'apporter quelque chose à l'armée, donc il faut savoir l'exploiter. Je voudrais par la suite je voudrais qu'on mette un petit bémol. Quand un policier, un agent est en patrouille et quelque chose se passe, bon, l'intervention, ça répond à un certain nombre de codes, ça répond à un certain nombre de critères, de conditions. Donc, on ne peut pas espérer que tout le temps, quand quelque chose se passe, l'agent qui est là se mette en action. Non, ça risque de faire un peu désordre. Mais on va espérer qu'il y ait toujours des actions coordonnées, des actions efficaces surtout, que même si la population a l'impression qu'on a pris plus de temps, mais que l'action soit efficace, que le résultat soit atteint. C'est très bien. Alors, qu'en pensez-vous, Abdelkader? Très rapidement, je vais revenir sur un point du doyen tout à l'heure qui est très intéressant et sur lequel il faut mettre la lumière. C'est par rapport à la valorisation de ces agents-là qui vont à la retraite. Vous savez, on a beaucoup de colonels, de commandants, de capitaines qui vont à la retraite, comme l'a évoqué tout à l'heure mon prédécesseur, qui sont très jeunes, mais qui peuvent véritablement avoir à apporter une plus-value beaucoup plus dans les communes, dans les commissariats en termes d'expérience et d'expertise, et également dans la formation de nouvelles recrues. Parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui, quand vous voyez même des anciens colonels à la retraite, par exemple, vous en voyez même qui peuvent vous faire, ceux qui sont les parachutistes, par exemple, ils peuvent vous faire même à la retraite, qui sont à la retraite depuis 10 ans à la retraite, ils peuvent vous faire encore la marche paracommando, la marche commando dans leur salon, ils peuvent vous le faire. Alors que vous voyez de jeunes aujourd'hui, vous les voyez même à la télé lors du 1er août, le défilé, ce qu'ils font, et que vous voyez, si vous voulez prendre un exemple, prenez le défilé qui était fait peut-être il y a 10 ans, et prenez ceux qui sont faits aujourd'hui, le corps qu'on aime beaucoup plus voir, les paracommandos, regardez un peu la rigueur dans le défilé, regardez la rigueur aujourd'hui, vous allez voir que ne sommes pas là pour juger de leur organisation. C'est pour dire qu'on a besoin de ces anciens-là pour qu'ils reviennent encore reformer les anciens pour qu'il y ait un certain maintien. Mais pas à la riposte. Quand il y a un problème, quand il y a une situation, il y a une chose qu'il faut qu'on note. Vous savez, généralement, je fais un constat généralement chez nous au Bénin, quand on voit quelque chose à l'étranger, quand c'est en notre intérêt, ça peut donner du grain à moudre dans notre argumentaire. On prend exemple. Dans d'autres pays, dès qu'on commence par ouvrir le feu sur le policier, même s'il est seul, il commence par riposter avant
d'appeler du renfort. Parce qu'en dehors du fait qu'il doit riposter, il faut qu'il sauve son âme également. Il faut qu'il sauve son âme. Si le policier, parce qu'on estime qu'il faut forcément qu'on lui donne l'ordre avant de tirer et qu'il est là et qu'on commence à tirer sur lui parce qu'on voit que c'est un agent en uniforme, il y a des policiers qui ont été abattus comme ça sur les carrefours. Ou parce qu'on les a juste vus en uniforme sans qu'ils n'aient blanchi, on les a abattus tout de suite. Mais si le policier savait que lui aussi pouvait quand même réagir, je crois que le malfrat allait se comporter autrement. Donc je crois que c'est toute une réorganisation qui doit être faite. Il y a des législations qui sont en cours. Je reste convaincu qu'au sein de l'armée, le débat se mène, au sein même de la police, ça se mène également. Mais il y a une chose sur laquelle, depuis qu'on parle, on n'a pas mis l'accent, c'est par rapport aux gardes forestiers, qui ont également un grand rôle à jouer également dans la sécurisation de nos régimes, de nos réserves animalières et autres. Je crois qu'il faut encore beaucoup plus leur montrer le fait qu'ils sont là pour préserver ces réserves-là, parce que c'est pour le pays, c'est pas pour un chef d'État, c'est pas pour un ministre, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour toute la nation entière. Parce que dès que les gens commencent par avoir en tête que ce qui est là, c'est pour le président de la République, et qu'on inculque dans la matière, à travers Mirage, que le chef de l'État est comme un roi, les gens estiment que bon, on est dans le gâteau national, il faut qu'on prenne notre part, on est là, donc il faut qu'on compose aussi un peu avec les forains pour avoir un peu de sous. Je crois qu'il faut revoir un peu les choses, aller aux négociations avec les ministres de tutelle, si on a besoin des avantages qu'on leur demande, et qu'on puisse revoir un peu la façon à travers laquelle les agents qui sont autour, parce que c'est beaucoup plus eux qui font le grand travail, qu'on puisse leur doper le moral. Parce qu'un agent qui n'a pas un bon moral est un danger pour la corporation. Très bien. Un agent qui n'a pas le bon moral est un danger pour la corporation. L'agent qui est sur le carrefour, qui n'a pas un bon moral, qui a des soucis tout le temps et qui n'a pas de bonne prime, est un danger pour le carrefour là, parce qu'à tout moment, il verra quelque chose se passer, il ne va pas réagir. À tout moment, on l'enverra en mission, il va penser à autre chose parce qu'il n'est pas concentré sur sa mission. Je crois qu'il faut qu'on revoie par rapport à ça. Oui, Constant Yaoundéou, un mot sur les eaux et forêts et les militaires pour qui certains pensent qu'ils sont de moins en moins absents sur le terrain. Je veux parler de l'armée. Il y en a qui le pensent. Ces deux corps, eaux et forêts et armée. Oui, les militaires sont de moins en moins visibles. Parce qu'il faut expérimenter d'abord la police républicaine. Avant, c'était la police, c'était la gendarmerie. Et quand il y a une situation, il fallait renforcer à cause du nombre, on faisait appel à l'armée. C'est pour ça qu'on voyait beaucoup plus l'armée intervenir dans les situations urbaines. Mais à partir du moment où on a mis la police et la gendarmerie ensemble, on a la police républicaine, il faut expérimenter et voir d'abord ce que ça donne pour voir si il faut toujours faire intervenir l'armée. Parce qu'il faut aussi comprendre que les formations ne sont pas les mêmes. C'est les gendarmes qui étaient au milieu des militaires et des choses, mais à partir du moment où c'est la police républicaine, il faut expérimenter et voir. Et maintenant, avant de définir dans quelle mesure on peut faire de temps en temps appel à l'armée. Donc je crois que ce n'est pas un recul pour l'armée. L'armée est aussi républicaine, donc il y a pas de problème. Mais pour les eaux et forêts, c'est de ça que ce que je disais tout à l'heure. C'est des gens qui travaillent dans la brousse, dans les forêts. Ceux-là ne peuvent pas continuer à aller, parce qu'avant, c'était les Land Rover, des véhicules bien solides et autres. Mais aujourd'hui, avec ces pick-up-là et autres, vous voyez, on a parlé d'enlèvement, on a parlé de si... il faut forcément des systèmes de sécurité modernes, GPS et autres là pour le contrôle. Dès qu'on sent qu'un agent qui doit être là n'est pas déjà arrivé, même déjà qu'il est en mission, il est surveillé systématiquement, tout est enregistré. Et dès qu'on sent qu'il y a un problème, mais un hélicoptère se lève armé en même temps et tout, équipé, je veux dire, pour aller au secours, pour aller quadriller le terrain et faire tout ça. Mais aujourd'hui, un hélicoptère qui doit intervenir dans la Pandiari doit quitter où? Il va faire combien de temps? Sans savoir que les autres aussi pouvaient avoir des moyens de mobilité assez performants. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Les eaux et forêts, eux, ils sont aujourd'hui un corps très exposé. Un corps très exposé aujourd'hui. Il faut voir, il n'y a pas de mois où on va dire on a arrêté des gens avec des ivoires ici, des braconniers ici. Bon, donc pour faire ce travail, et c'est dans pick-up vous allez,
face à un éléphant fâché, face à un lion fâché, déchaîné, avec pick-up, il est obligé de se coincer dedans en train de prier jusqu'à ce que l'animal recule avant qu'il... Donc c'est ça. Encore que si l'animal ne pèse pas la vitre. On doit pouvoir descendre le temps qu'il quitte le pick-up, rentrer dans un hélicoptère pour qu'on le sauve en attendant de gérer la situation. Donc c'est pour ça que je parlais d'un minimum aujourd'hui. Quand vous entendez les autres s'équiper, c'est pas un hélicoptère qui s'équipe. Mais ce minimum-là que je réclame pour nos forces de l'ordre pour qu'ils soient un peu plus efficaces et promptes. Et ça va vers les eaux et forêts. Ils en ont vraiment besoin pour leur Prudence Sakondé, par rapport, donc, votre réaction par rapport aux militaires et ces agents d'eau et forêt, ces gardes je pense que l'absence... En fait, le fait qu'on sente de moins en moins les militaires, c'est un problème. C'est une question d'organisation interne. C'est une question d'organisation interne, mais c'est une question de mission aussi. L'armée, normalement, à mon avis, son premier rôle, c'est la défense. Ce n'est pas pour la sécurité intérieure. Donc, que l'armée, par moment, vienne en soutien aux forces de l'ordre, aux agents de police pour assurer la sécurité intérieure, c'est une bonne chose. Mais que l'armée, en fait, on ne peut pas souhaiter que l'armée vienne assiéger le territoire intérieur pour son travail, nos villes et campagnes. Non, comme le font les policiers, non. Je pense que ça ne pourra pas se faire comme ça. Maintenant, en ce qui concerne les agents des eaux, forêts, chasses, ils sont exposés et il leur faut des moyens. Ils sont exposés surtout en raison de l'insécurité lié au terrorisme, lié au djihadisme, qui accourt dans nos pays frontaliers. Vous voyez un peu ce qui se passe au Burkina, vous voyez un peu ce qui se passe au Nigeria, et nous sommes frontaliers à ces pays-là. Surtout avec le Burkina, il y a le parc Mandjari, il y a le parc W. Donc, il y a que ces agents qui travaillent en ces lieux sont doublement exposés déjà par rapport aux animaux, mais aussi par rapport à ces groupes de personnes qui, pressés des autres côtés, sont en train de reculer et peuvent en fait rejoindre notre territoire, en fait, peuvent rejoindre nos forêts. Et si nos agents ne sont pas suffisamment protégés, ne sont pas suffisamment équipés, il peut en avoir qui puissent faire des frais, ce que nous ne souhaitons pas. Merci. Nous allons aborder le second sujet. Bientôt, les membres de l'Assemblée nationale seront désignés au sein du COS Lépi. C'est pour très bientôt. Et là, est-ce le signal qui est donné pour les présidentielles, Constant Yaoundé-Roux? C'est déjà les préparatifs? Absolument. Si déjà on pense à la structure qui doit mettre en place le fichier électoral, ça veut dire que le processus est engagé. Et je crois que c'est au mois de juillet que le COS doit commencer par travailler. Ça veut dire que les choses iront à bonne date. Donc, je crois que le processus pour la présidentielle est engagé. Donc, si les députés sont en train de jouer leur partition, les autres structures doivent aussi se dire que ça a démarré. Très bien. Prudence Sakondé, est-ce que vous pouvez rappeler le rôle du COS Lépi dans l'organisation, en tout cas, de ces élections, puisque c'est prévu par la loi, et l'Assemblée nationale doit désigner ses 9 membres, et c'est pour bientôt. Vous pouvez nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire par rapport à ça? Bon, en fait, quand on prend le COS Lépi, vous êtes en train de le dire, il y a
9 membres qui doivent venir de l'Assemblée nationale, 5 de la majorité, 5 et 4 de la minorité. Je pense à eux 9 doivent s'ajouter le directeur de l'INSAE, le directeur de l'État civil. Le COSLEPI, ça assure la supervision de l'établissement de la liste. Mais nous, je voudrais souligner que pour cette fois-ci, nous aurons une liste électorale informatisée. Et ça ne sera pas une liste électorale permanente informatisée. Il y a notre nouveau code électoral, c'est ce que ça dit. Et c'est précisé que cette liste électorale informatisée sera, en fait, le résultat sera tiré du RAVIP, du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Donc, les députés, en fait, se chargeront de superviser le processus d'établissement du fichier qui va servir à l'élection présidentielle. Et bon, le rouleau compresseur est lancé, c'est dans 9 mois, et il faut peut-être aller un peu plus vite. C'est vrai que cette désignation-là, ça va encore poser un problème dans l'opinion quand on se réfère aux dernières élections législatives, parce que beaucoup diront qu'il n'y avait pas en fait l'opposition, et ça fait que, bon, l'idée que certains avaient pensé en parlant de minorité, de majorité, n'est pas nécessairement retransmise ne serait pas retransmise dans la nature de cette institution qui sera installée. Mais cela se fera quand même. Oui, Abdelkader, non, je crois que ce que nous sommes en train de dire depuis quelques minutes annonce que la présidentielle de 2021 sera effective. Ça actionne les leviers qui vont concourir à une bonne organisation de cette élection présidentielle. C'est vrai que mon vis-à-vis a évoqué tout à l'heure l'existence de spéculations, ma foi, légitimes, parce que lorsque l'on sait la composition de ce Parlement, lorsqu'on connaît la coloration politique des différents députés, on a l'impression de dire que le COSLEPI serait probablement contrôlé par le chef de l'État. Mais une chose reste certaine, j'ai foi au patriotisme et, je dirais, à l'honneur et à l'honorabilité de nos députés. Vous avez vu par rapport à la relative de leur règlement intérieur à quel point même les débats ont été houleux, au point où ça a été reporté. J'ai foi qu'il n'y aura pas de complot contre la démocratie du Bénin, il n'y aura pas de complot contre l'opposition. Quand bien même on sait que même si il n'y a pas de députés au sein de cette législature de députés émanant de l'opposition, je reste convaincu qu'il y en aura députés à l'Assemblée nationale du Bénin qui vont parrainer les candidatures du camp adverse pour que la vitalité de la démocratie soit beaucoup effective. Donc, je reste convaincu que tout va se passer dans de très bonnes conditions. Les membres de COSLEPI seront désignés, comme on l'a dit, très, très bientôt. Et selon moi, il n'y a pas véritablement d'inquiétude. Nous pouvons qu'espérer que les populations iront se rendre pour revoir un peu les choses. Les réajustements qui doivent être faits seront faits. Et ça nous permettra de vivre une élection comme cela a été le cas en 2016, parce que ce sera un grand rendez-vous. Oui, bon, c'est vrai, on connaît la coloration, en tout cas l'Assemblée, la configuration de l'Assemblée nationale, mais les deux partis qui sont présents ne se font pas de cadeaux, en tout cas sur le terrain. On le constate, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit sur le terrain électoral, ils ne se font pas de cadeaux. Et donc pour la désignation de ces membres, là aussi c'est une bataille. Oui, c'est une bataille et c'est de bonne guerre. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas l'opposition, mais il y a de l'opposition. Oui. Parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Oui. Nous sommes en politique. Il n'y a pas de cadeau en politique. Il n'y a que des intérêts ou des compromis. Mais il n'y a pas de cadeau. Donc, c'est sûr qu'ils vont faire l'effort de mettre les choses de manière à ce que ce qu'ils auront à faire ne soit vraiment pas compromis.
Donc, je crois c'est assez clair. La majorité existe, la minorité existe. Bon, et sans doute que c'est un peu aussi dans cette logique que des réajustements au niveau du règlement intérieur, tout ça là, avec la recomposition des groupes parlementaires et autres, les jeux politiques, c'est leur affaire. Et je crois que ça ne va pas créer trop de problèmes. Les choses sont quand même claires entre eux. Ceux qui doivent prendre 5 se connaissent déjà, ceux qui vont prendre 4 se connaissent. Mais en dehors de ce conflit politique qu'il y aura au niveau des deux tendances, toujours de la mouvance, à l'intérieur maintenant pour les désignations, et c'est là où qui vont faire partie des 5, qui vont faire partie des 4 de l'autre côté. Là, c'est autre bataille. Prudence? Non. Bon, et je pense que nous en convenons tous que les deux partis soutiennent les actions du chef de l'État. Et pour moi, en ce sens, les deux n'ont pas nécessairement des objectifs contraires. Ce sont des objectifs peut-être différents, mais ce sont des objectifs qui se soutiennent. Et quand ces objectifs-là se soutiennent, bon, j'ai lu récemment M. Mathias Unkpe qui parlait d'un match d'entraînement. En fait, c'est comme si c'est une équipe répartie en deux. Je pense que même si, en fait, tout peut se dérouler normalement, en fait, en ce qui concerne le respect des textes, il va y avoir un problème en ce qui concerne la perception que les gens ont de notre démocratie électorale. Bon, le Bénin, en fait, on était cité comme un exemple, surtout au lendemain de 2016, parce que beaucoup ne donnaient pas la paix au Bénin en 2016 avec la participation du président actuel aux élections. Avec son élection, beaucoup pensaient que ça allait s'embraser. Il y a des étrangers qui m'ont dit, mais en fait, chez vous, c'est quand même intéressant. Vous finissez les élections, vous avez fini les élections hier, et aujourd'hui, chacun a repris son chemin comme si de rien n'était. Il y a la chronique de Espedi Ologun, le lendemain des élections, qui a dit que, en fait, on a déposé le chef de l'État et la population est allée aux urnes, accomplir sa tâche, et est retournée au travail comme si, elle n'avait rien fait de particulier, comme si elle ne venait pas de faire remplacer le président actuel par celui qui était considéré comme son pire ennemi. Pour 2021, pour le moment, nous ne pouvons pas dire que nous avons les signaux que nous aurons la joie, cette même joie-là, d'entendre les gens dire ça de nous. En fait, est-ce que en 2021, les gens pourront toujours féliciter le Bénin pour cette pluralité? Est-ce que les gens pourront toujours féliciter le Bénin pour cette vivacité et sa démocratie électorale? Ça reste des questions dont nous allons tous avoir les réponses au fur et à mesure d'ici quelques jours. Voilà. Je crois que les gens vont nous féliciter pour la vitalité de notre démocratie. J'en reste convaincu. Et j'ai eu à vous le dire tout à l'heure quand dans mon premier propos par rapport à ce sujet que les députés qui sont à l'Assemblée nationale sont des élus du peuple. Donc ils ne sont pas la solde de quelqu'un, à savoir d'une personne ou d'une autre. Même s'ils démissionnent même d'un parti politique, je ne crois pas que le parti politique puisse décider de les remplacer au sein de l'hémicycle. Et donc je reste convaincu qu'il y aura des députés qui vont quand même faire fonctionner la démocratie pour que l'image démocratique du pays revienne. Et je reste convaincu que, parfois je me dis, est-ce que la vraie opposition n'est pas au sein de la mouvance? Cette opposition où on partage la même vision, mais on est contraire sur la façon de faire. Parce qu'on veut mieux faire, on veut parfaire les choses. Je crois que c'est même d'ailleurs pour moi la bonne opposition aux côtés de ceux qui estiment que depuis 4 ans rien n'est fait, alors que pour ma part c'est beaucoup plus subjectif. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en 4 ans rien n'a été fait. Même ceux qui décrivent la gestion du régime de Boni Yayi disent toujours que quand même il y a eu ci, il y a eu ça. Donc on ne peut pas dire qu'un régime qui est installé pendant un quinquennat n'a rien fait. Je crois que c'est malhonnête selon moi. Donc je reste convaincu que autant opportun, on trouvera
le mécanisme. On est au Bénin, il y a ce génie qui existe. S'il faut encore aller au dialogue politique, on trouvera le mécanisme, et je reste confiant à la qualité de démocrate du chef de l'État, Patrice Talon. On trouvera le mécanisme, le canevas à travers lequel faire participer tout le monde pour qu'il puisse avoir la compétition et que le vainqueur puisse triompher. Voilà. Très bien. Peut-être ça connaît, on va faire le dernier tour d'étape pour clôturer. Nous sommes à quelques 3 minutes de la fin. Oui, bon, tout à l'heure, mon co-débatteur parlait du bilan du chef de l'État, en fait, du système actuel. On ne peut pas, en fait, en toute objectivité, dire qu'il n'y a rien. Même si, pour certains, les changements qu'il y a eu ne sont pas des changements espérés, en fait, ne sont pas ce qu'ils avaient espéré. C'est quand même visible. C'est quand même visible que c'est quand même visible que nous avons des résultats sur certains plans, nous avons des progrès, mais sur d'autres, il y a quand même que nous restons, pour certains sujets, il y a quand même en fait, nous restons sur notre soif. Cela, c'est inhérent à la nature humaine. On ne peut pas tout organiser, tout réussir. Oui, ça c'est vrai. On ne peut pas tout faire en 5 ans. C'était pour moi illusoire de penser qu'en 5 ans, on peut tout faire. Maintenant, en 5 ans, qu'est-ce que nous avons fait et quels sont les progrès que nous avons pu faire, mais quels sont nos points de faiblesse, les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer. Je pense qu'il est le moment de commencer par faire ce bilan-là, y compris pour les acteurs au pouvoir, mais y compris aussi pour l'opposition, parce que eux aussi participent à la vie politique. Donc, les acteurs au pouvoir et les acteurs de l'opposition réfléchissent pour dire, bon, en 4 ans, 5 ans, qu'est-ce que nous avons fait pour que ça puisse aller de l'avant et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ça aille mieux les fois à venir. Oui, Constant, oui, je crois que nous devons soutenir le gouvernement parce que c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur. Donc, dire que tout doit aller, je l'ai dit sur ce même plateau, à cette même place, que c'est à la fin qu'on pourra juger. Et juger, c'est pas dire on a dit ci, on n'a pas vu, on a dit ça, on n'a pas vu. Il faut dire aujourd'hui, décider aujourd'hui pour que ce soit fait demain. Donc si déjà on a pu prendre certaines décisions aujourd'hui, ce n'est pas finalisé qui est le gros problème, mais est-ce que le principe est désormais acquis? Si le principe est désormais acquis, ça veut dire que c'est déjà réalisé à 75% parce qu'on sait déjà ce qu'on veut faire. Donc le reste, ce n'est qu'un problème de temps et 5 ans, c'est trop peu, et même 10 ans, c'est trop peu. C'est pour ça qu'on dit que l'État est une continuité, tout simplement. Très bien. Merci, chers invités. Prudence Akondé, journaliste, Abdelkader Achirou, journaliste également à Isaïe TV, et puis Constant Yawedewou, directeur de Radio Planète à Bougamé. Merci d'être là. Nous aurons en tout cas le temps de revenir sur le bilan, d'autres plateaux pour en discuter, faire le bilan, et puis, pourquoi pas faire des projections également, apprécier tout ce qui est fait. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc l'émission le matin, la causerie, et puis le matin de ce jeudi, nous allons nous retrouver demain, vendredi, dès qu'il sonnera 6h30. Merci et très bonne suite des programmes sur ETélé.